Bonsoir. Rentrée politique d'Édith Cresson. Le Premier ministre affirme qu'il n'a aucun tabou en matière de choix économiques et budgétaires. Dans un entretien télévisé, Mikhaïl Gorbatchev annonce qu'il ne démissionnera pas de la présidence en Union soviétique. Le fragile espoir d'une solution diplomatique et européenne en Yougoslavie. Enfin, le maigre bilan français au championnat du monde d'athlétisme. Ce sont les titres de l'actualité commentés ce soir par Alain Minc, cet écrivain, essayiste et financier. Et ce soir, le grand témoin du 19-20. Premières images de cette édition, celle du sud-ouest où les orages hier ont causé des dégâts considérables. Inondations, coupures d'électricité et de téléphone dans les Landes, en Dordogne, en Gironde. Le point, Béatrice Nivoire. 2 automobilistes ont été tués hier en Dordogne. Vers midi aujourd'hui, 15 voitures se sont télescopées sur l'A10 dans les Deux-Sèvres. 10 personnes ont été blessées, dont 2 gravement. Ce sont les orages dévastateurs qui s'abattent depuis samedi sur l'ouest de la France qui en sont responsables. Outre le réseau routier très perturbé en Dordogne, mais aussi en Gironde ou dans les Landes, les dégâts sur les lignes ferroviaires, électriques, téléphoniques sont importants. 40 000 foyers privés d'électricité en Dordogne, 5 000 autres sans téléphone. Toute la journée, les habitants de toutes les localités de ces départements ont essayé d'évaluer les dégâts. C'est en train de se terminer, les réparations moyenne tension touchent à leur fin. La basse tension est attaquée également, c'est-à-dire les postes qui regroupent à peu près une vingtaine, une trentaine de clients. Ce qui restera pour demain, malheureusement, ce sont encore quelques clients épars qu'il faudra aller réparer. Ce sont surtout des chutes d'arbres sur des branchements. En Gironde, c'est surtout le vignoble Langonnet qui a été touché. Certains viticulteurs parlent de 80 à 90% de leur récolte abîmée. Dans les Landes, les forêts, les cultures comme les champs de maïs n'ont pas été épargnés. Certains maires, comme celui de Langon, ont demandé au préfet de déclarer leur canton zone sinistrée. Ce soir, malgré l'accalmie, les pompiers sont restés sur les différents lieux des sinistres. Des orages sont encore annoncés, mais moins violents. Politique, Pierre Bérégovoy avait relancé cette semaine le débat sur l'incorporation de capitaux privés dans les entreprises du secteur public, estimant qu'il n'y était pas hostile, sous réserve que les capitaux publics restent majoritaires. Ce soir, à Ramatuelle, le Premier ministre Édith Cresson n'est pas encore allée aussi loin, mais elle a affirmé qu'elle n'avait qu'une faible marge de manœuvre en matière de choix budgétaires. Elle a également indiqué qu'elle n'avait aucun tabou. Ramatuelle, Daniel Sportiello, Christian Decarnet. C'est une tradition. On parle doctrine, mais derrière on parle toujours gros sous aux universités d'été du PS avant le débat budgétaire de rentrée. À Ramatuelle, Édith Cresson n'a pas failli à la règle. Le Premier ministre étant confronté, comme tous les premiers ministres, au casse-tête des dépenses en ces temps de rigueur budgétaire. Après avoir raclé les fonds de tiroir et tenté en vain de réduire le budget de la défense, Édith Cresson pourrait bien se résoudre à tordre le cou à un dogme socialiste, celui du ni-ni, le fameux ni privatisation ni nationalisation de François Mitterrand dans sa lettre aux Français de 88. Cette semaine, Pierre Bérégovoy a lancé le débat en affirmant que les entreprises nationalisées pourraient être partiellement privatisées. Aujourd'hui, sans entrer dans le détail, Édith Cresson va dans le même sens que le ministre des Finances en annonçant devant les socialistes qu'en matière économique, elle n'a pas de tabou quand il s'agit de relancer l'économie et donc l'emploi. Je le dis très clairement, en matière budgétaire, il n'y a plus guère de marge de manœuvre. Nous connaissons tous les risques qu'il y aurait à accepter tout dérapage du déficit budgétaire. D'une manière générale, nos choix économiques sont difficiles car les temps le sont. Toutes nos possibilités, et là je n'ai pas de tabou, doivent être entièrement utilisées à des actions pour un renforcement de notre compétitivité et pour la lutte contre le chômage. Édith Cresson a été nommée, dit-on, pour remobiliser la gauche. On l'attendait donc sur le chemin de l'orthodoxie. Mais le Premier ministre, qui dit ne pas avoir de tabou, va peut-être être obligé de remettre les chaussures de son prédécesseur pour ne pas glisser sur les dérapages budgétaires. Alors Alain Minc, les choses s'éclaircissent, le dogme du ni-ni semble effectivement très menacé, la privatisation partielle du secteur public, c'est un point sur lequel, auquel vous êtes très attaché. Je crois qu'il faut quand même proportionner les choses. Il ressort de ce qu'a dit Édith Cresson sans doute que l'État qui a dans certaines entreprises 80 ou 90% va descendre à 60, 65 ou 70%. C'est quand même pas une révolution économique mondiale et ça n'est pas un changement philosophique majeur. C'est une étape.
Oui, mais il faut bien faire les poches pour combler un peu le déficit. La seule vraie question, la vraie révolution, il faudra bien que les socialistes la fassent, c'est de se dire que l'État n'est pas là pour produire. Quand on privatise de Moscou à Brasilia et à certains égards de Pékin à Riga, il n'y a pas qu'en France, il n'y aurait que la France qui est le seul pays où l'État produit. Alors ça sera une révolution. Le jour où les socialistes franchiront cette étape-là, ils auront sans doute accru un peu leur chance d'être là en l'an 2000. Pour l'instant, on est à la marge des habitudes. Alors dans une chronique récente dans le Nouvel Observateur, vous titriez votre chronique « Si la gauche était au pouvoir ». On parle beaucoup des choix budgétaires aujourd'hui, des réformes éventuelles dans le domaine économique. Si la gauche était au pouvoir, que ferait-elle à votre avis ? Entendons-nous, quand je disais si la gauche était au pouvoir, je voulais dire qu'il fallait qu'elle gère encore plus sévèrement, encore plus sérieusement pour faire des réformes. Des réformes, nous en avons besoin. Nous avons un système éducatif qui est aujourd'hui inacceptable. Un système éducatif qui projette, au moment où une classe d'âge quitte l'école, plusieurs centaines de milliers de gosses sans diplôme et quelques dizaines de milliers d'analphabètes, ça n'est pas acceptable. Nous avons un système fiscal qui fait qu'après 10 ans de socialisme, le capital est beaucoup moins taxé en France que dans la Grande-Bretagne de Madame Thatcher. Nous avons un système social dont on sait très bien qu'il ne pourra pas continuer comme cela. Alors, il y a des grandes réformes à faire. Le prix de ces réformes, c'est d'être impeccable sur le plan de la gestion. Les socialistes ont fait une formidable révolution de ce point de vue. Et quand on compare le socialisme d'aujourd'hui à ceux de 81, ils ont franchi des étapes décisives. Ils savent gérer la macroéconomie, c'est-à-dire les grands équilibres. Ils ne se sont pas rendus compte que quand on gère bien les grands équilibres, on peut faire des réformes. Or, de ce point de vue, ils ont mis quelque peu crosse en l'air. Mais ceci, depuis 1988, cela vise aussi bien l'actuel Premier ministre que son prédécesseur. Pendant 2 jours, à Cabourg, en Normandie, les ténors de l'opposition, François Léotard, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, ont déclamé leur désir d'union de l'opposition, tout en évitant soigneusement de se rencontrer. Critique acerbe de la politique étrangère de François Mitterrand, confiance inébranlable en la chute rapide du pouvoir socialiste à Cabourg. Reportage de Michel Lemerle et de Marie-Hélène Roqueton. Les ténors de l'opposition ont un point commun avec les grands couturiers, ils prennent bien garde de ne pas présenter leur collection le même jour. Nous avions hier soir à Cabourg la ligne Printemps 93 signée Jacques Chirac. Elle a été prolongée ce matin par la version Valéry Giscard d'Estaing. Le fond de l'inspiration est largement le même. Il repose avant tout sur l'idée que l'évolution de la situation internationale et les difficultés des socialistes donnent désormais une véritable chance à l'opposition. L'événement qui ébranle aujourd'hui la France, qui est le symétrique de celui auquel nous venons d'assister dans les anciens pays communistes. C'est le sentiment ressenti par beaucoup de nos compatriotes que l'expérience socialiste va désormais vers sa fin. Conséquence, l'opposition dans son ensemble retrouve un style et un ton beaucoup plus offensifs que ces derniers mois. D'un côté, un parti socialiste qui a conduit la France d'échec en échec et que déshonore son alliance avec un parti communiste resté stalinien contre vents et marées. De l'autre, notre union. Reste tout de même qu'au-delà des propos convenus sur les bienfaits de l'Union, les propositions de Giscard et de Chirac ne sont pas exactement sur le même registre et les rapports de force sont loin d'être figés au sein d'un parti républicain dont le cœur penche plutôt vers Léotard, absent à la fin de cette université, et la raison vers Giscard. François Léotard, pas totalement absent ce soir. Le jeu présidentiel dans l'opposition s'est doté d'un nouveau participant. Dans un entretien accordé ce soir donc à Yves Le Baratou, François Léotard a annoncé qu'il participerait aux primaires de l'opposition destinées à désigner le candidat de l'Union à la présidentielle. Procédure, si elle existe, si elle est menée avec loyauté, et pour ma part ce sera le cas, j'y participerai. Il faut qu'elle existe, il faut qu'elle soit une façon de civiliser l'élection, c'est-à-dire d'aller vers l'union, et il faut qu'elle soit loyale. Pour ma part, je serai hyper loyal. Vous serez candidat. Je participerai à cette procédure si elle existe. Commentaire Arlette Chabot, la campagne présidentielle semble donc bien lancée dans l'opposition. C'est la raison pour laquelle François Mitterrand est au cœur de l'offensive qui est déclenchée.
Oui, je dirais qu'aujourd'hui commence un long tête-à-tête entre François Mitterrand et l'opposition. Cette opposition qui, évidemment, cette bonne guerre, tente d'utiliser ce qu'on pourrait appeler les faiblesses du président de la République. En fait, on s'interroge sur l'attitude et sur les choix de François Mitterrand depuis le départ un peu précipité de Michel Rocard, l'arrivée d'Édith Cresson, les ratés du Premier ministre qui font qu'au bout du compte, elle ne remplit pas le rôle traditionnel d'un Premier ministre qui doit servir de paravent au président, mais c'est bien le président qui doit sans arrêt la soutenir. Ensuite, il y a eu l'affaire de l'Union soviétique, les interventions du président de la République. Il y a eu peut-être excès de prudence, faute de communication. En tout cas, c'est l'effet inverse à celui de l'effet Golf. Alors, il y avait eu consensus de la classe politique et hausse de la cote de popularité du président dans les sondages. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'opposition critique fort. Et les Français disent, au travers des enquêtes d'opinion, qu'ils n'ont pas compris l'attitude du chef de l'État. Ajoutez à cela les conséquences de l'effondrement du communisme sur la majorité présidentielle, c'est-à-dire les hésitations du Parti socialiste coincé entre les nécessités d'une alliance électorale et le souci de se démarquer du Parti communiste qui n'a pas envie de se réformer, tout cela sur fond de situation économique difficile et de chômage. Donc l'opposition, on l'a vu, se sent des ailes et sûre de gagner les législatives. Elle croit que François Mitterrand, en quelque sorte, selon son expression, a perdu la main. Elle retrouve un langage du type de celui de 1985 et elle le durcit en indiquant que la cohabitation, s'il y a cohabitation, cette fois ne sera pas douce mais dure. Et certains invitent même déjà François Mitterrand, dans le cas d'une victoire de l'opposition, à quitter rapidement l'Élysée. Simplement, l'opposition oublie ce soir, effectivement, qu'il y a des divergences entre ses leaders, que la candidature, par exemple, de François Léotard aux primaires ne va sûrement pas simplifier le jeu. Elle fait semblant aussi, l'opposition, évidemment, d'oublier, bien que les échéances sont encore lointaines, que François Mitterrand a sans doute des cartes, comme par exemple l'arrivée de Jacques Delors, peut-être après Édith Cresson, pour relancer la machine. En tout cas, c'est la rentrée aujourd'hui, c'est surtout le début de la campagne électorale, et le ton, on le comprend, sera très rude. Merci Arlette Chabot. À l'étranger, le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev a annoncé ce soir qu'il ne démissionnerait pas de ses fonctions. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine CNN, il a également déclaré que les républiques restaient dans leur majorité favorables à l'Union. Je ne démissionnerai pas maintenant. Ce serait immoral, sans parler du reste. Actuellement, dans cette période difficile, alors que l'on doit prendre des décisions complexes et que l'on se demande si la politique entamée en 85 se poursuivra, je ne peux pas, en tant que citoyen, en tant qu'homme, me permettre de disparaître. Donc je ne démissionnerai pas. Quant aux républiques, elles pourront faire leur choix. Il y aura celles qui signeront le traité de l'Union, celles qui établiront des relations d'association avec l'Union et celles qui choisiront leur voie propre. Mais je pense que les 15 républiques sont toutes d'accord sur le principe d'une collaboration économique. Toutes les possibilités sont ouvertes pour résoudre des problèmes en tenant compte des désirs de chaque peuple. Et M. Gorbatchev a également accepté pour la première fois l'indépendance des pays baltes sans se référer à des conditions constitutionnelles. L'union de l'URSS, les armes nucléaires et le soutien occidental aux réformes ont été au cœur de la visite du Premier ministre britannique John Major à Moscou. Il est arrivé cet après-midi, c'est la première visite d'un chef de gouvernement en URSS depuis la tentative de coup d'État. Le président actuel du G7 a rencontré successivement Mikhaïl Gorbatchev pendant un peu plus d'une heure et demie, puis Boris Yeltsin. Le détail de ces entretiens n'a pas encore été révélé. À défaut, pour l'instant, de développer une coopération économique massive avec l'URSS, la communauté européenne a mis en action l'acheminement des vivres à la population soviétique. Un premier convoi de l'aide humanitaire vient de quitter Bruxelles. Reportage de François Poulet-Mathis. 9h30, vendredi matin, quelque part dans la banlieue d'Anvers. 100 tonnes de lait entier en poudre sont chargées dans 5 semi-remorques. C'est le premier de 11 convois d'aide alimentaire d'urgence décidé par la CE en juin dernier pour l'URSS. Il sera convoyé par Médecins sans frontières. Une aide longtemps bloquée, bureaucratie oblige, mais sur ce plan, il faut dire que les événements récents ont plutôt assoupli les procédures. Paradoxe, ce sont des camionneurs tchèques, les moins chers du marché, mais aussi les plus habitués au tracas des pays de l'Est qui transportent le lait. Pour Médecins sans frontières, pas question d'utiliser des stocks CE ou de laisser partir ce lait dans des circuits de distribution désorganisés. Il doit avant tout parvenir à destination.
Nous avons des contacts qui nous permettent d'espérer que cette opération se passe très bien. Nous avons pu identifier 70 000 enfants qui nécessitaient une aide alimentaire d'urgence et nous distribuerons cette aide nous-mêmes avec le personnel de la mairie dans des crèches, dans des institutions sociales. Donc, ce sont des aliments pour bébés. Ce sont les aliments qui manquent le plus pour l'instant à Moscou, même si on peut dire que tout manque à peu près dans le domaine alimentaire à Moscou et qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui vivent nettement en dessous du seuil de pauvreté, si tant est que le mot seuil de pauvreté a encore une signification à Moscou. 13 heures, les camions démarrent, le voyage sera long. Arrivée prévue à Moscou mercredi ou jeudi prochain. 10 convois suivront celui-ci. Ils partiront de Belgique, de France et des Pays-Bas. Au total, 900 tonnes de lait en poudre qui devront arriver à destination avant l'hiver. Alors voilà pour le chapitre alimentaire qui n'est pas négligeable. Et puis il y a l'aide occidentale à l'URSS. Alors d'un côté on nous dit faites des réformes, on dit aux soviétiques faites des réformes et vous aurez le soutien occidental. Et puis de l'autre les soviétiques disent aidez-nous et nous ferons des réformes. Que pensez-vous de cette contradiction ? Je crois que la seule vraie aide en réalité c'est une aide technique. Il faut bien comprendre que pour que l'Union soviétique ou la Russie devienne une économie de marché, il faut qu'elle ait un droit civil, un droit commercial, un droit de la propriété, des procédures, une banque centrale, des banques, des administrations. Il faut qu'elle réinvente par un court-circuit de quelques années ce que nous avons mis 2 siècles à édifier. Aujourd'hui, la vraie aide à l'Union soviétique, ce serait de lui détacher des centaines de hauts fonctionnaires, des centaines de juristes, pour qu'en réalité on lui donne comme des espèces de paquets cadeaux ces systèmes techniques et juridiques sans lesquels il n'y aura ni économie de marché, ni investissement, ni développement. Ça, c'est cela la vraie aide. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut aussi l'aider à améliorer certainement l'extraction de ses matières premières, parce que ça lui procurera de l'argent. Et aujourd'hui, elle vendra son pétrole mieux. Et puis, il faut un peu d'aide alimentaire pour réduire quelques poches de pauvreté. Mais si on fait que de l'aide alimentaire, et si on arrosera le désert, alors, l'indépendance des républiques soviétiques, 10 de ces 15 républiques soviétiques ont proclamé avec beaucoup de ferveur populaire leur indépendance. Il n'empêche, après 70 ans d'un régime communiste ultra centralisé, cette indépendance, quelle consistance économique peut-elle avoir ? Sur le plan économique, elle est très faible. Imaginez, il faut bien voir que le système soviétique a spécialisé les républiques. C'est comme si en France, l'Aquitaine produisait uniquement de l'acier, la région Provence-Côte d'Azur uniquement des voitures. Et donc ces républiques ne peuvent pas vivre par leurs propres moyens. Donc elles doivent échanger et rester dans un système, disons, un minimum coordonné à l'intérieur de l'Union, exception faite de quelques petites républiques qui partiront. Donc de ce point de vue, elles vont réinventer, mais de manière volontaire cette fois-ci, une forme de coopération. Et quand elles prennent comme exemple le marché commun, que disent-elles d'autre ? C'est-à-dire la part de coopération qu'on a librement choisi de déléguer à une instance centrale. En Yougoslavie, le chef de la diplomatie néerlandaise, M. Van den Broek, dont le pays assure la présidence de la communauté européenne, M. Van den Broek donc est arrivé aujourd'hui à Belgrade. Sous son égide, toutes les parties en conflit devraient signer un accord de cessez-le-feu dont le respect sera surveillé par des observateurs étrangers. Le climat reste très tendu en Croatie après les affrontements meurtriers de ces dernières heures. Christine Lehéran. Des maisons brûlées, des voitures calcinées à Gospic, à 200 km au sud de Zagreb. Les traces d'un cessez-le-feu loin d'être respectées encore aujourd'hui. Pourtant, l'arrêt des combats est la condition sine qua non au plan de paix européen. La Serbie a été la dernière à l'accepter hier soir, après le gouvernement fédéral et la Croatie. Au nom de la CE, le chef de la diplomatie néerlandaise est à Belgrade pour consolider cet accord. Nous espérons trouver un accord sur un cessez-le-feu réel, incluant un contrôle international. Cela pourrait permettre de mettre fin à la violence d'une manière plus crédible que jusqu'à présent. Nous avons eu des signes positifs. Nous sommes pleins d'espoir. Reste à s'entendre sur la conférence de paix internationale qui devrait se réunir très prochainement. La Serbie assouplit donc sa position jusque-là intransigeante après avoir été menacée de sanctions diplomatiques par la CE. Sur place, les combattants sont toujours aux aguets, comme ici à Vukovar. La population croate ne semble pas très rassurée. La Croatie est toujours prête à la mobilisation au cas où les discussions n'aboutiraient pas. Si la Serbie se soumet à une intervention extérieure, jouant la carte diplomatique, elle n'a pas mis fermement un terme pour autant aux affrontements dans les foyers de crise. Votre avis, Alain Minc, la crise yougoslave, c'est en quelque sorte le modèle à repousser en cas de crise en Union soviétique ? Je
Je crois que la crise yougoslave, c'est l'Europe qui fait son apprentissage. Elle fait son apprentissage de maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre, elle aura à le faire en Yougoslavie, elle aura à le faire en Europe centrale, elle aura à le faire aux frontières de l'Union soviétique. Et d'une certaine façon, elle le fait plutôt bien. Mais elle aura besoin aussi pour ça de soldats, d'une défense, d'un système. Et c'est beaucoup plus important que de savoir si on fait l'écu en l'an 2000 ou en l'an 2002. Le ministre français de l'Industrie et du Commerce extérieur, Dominique Strauss-Kahn, est arrivé aujourd'hui à Tokyo. Une visite de 5 jours destinée à remettre à flot les relations entre les deux pays, France et Japon, relations un peu tendues depuis la nomination d'Édith Cresson à la tête du gouvernement. Marie-Hélène Tichou. À peine assise dans son fauteuil de Premier ministre, Édith Cresson attaque et parle fort en qualifiant le Japon de pays agresseur. Le gouvernement nippon proteste officiellement. Au pays du soleil levant, les déclarations anti-japonaises du ministre français inquiètent les milieux d'affaires, irritent la presse et provoquent la colère de l'extrême droite. Le 14 juillet, date symbolique, un groupuscule décapite un mannequin représentant Édith Cresson. La trêve est signée le 18 juillet sous le drapeau européen. Un accord commercial est conclu entre le Japon et la communauté européenne. Cet accord prévoit le principe d'un accès équitable aux deux marchés et la levée des barrières douanières. La France a donné son feu vert. Les industriels japonais sont rassurés. À la fin du mois de juillet, Japonais et Européens s'entendent aussi sur l'épineux dossier de l'automobile. Les importations de voitures japonaises seront limitées jusqu'à l'an 2000. Le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur français est parti pour 5 jours au Japon. 15 industriels l'accompagnent. La France souhaite que le Japon ouvre en particulier ses marchés des télécommunications, de l'agroalimentaire, des finances. Le travail est immense. Selon un sondage japonais réalisé au début du mois d'août, les Japonais n'aiment pas beaucoup Édith Cresson, mais estiment comme elle que leur pays est très protectionniste. Alors Alain Minc, les chiffres, je sais que c'est le domaine que vous préférez. Le déficit commercial franco-japonais a doublé entre le premier semestre 91 et le premier semestre 90. En ce qui concerne l'Europe, le déficit a augmenté de 63%. La guerre économique avec le Japon est déjà perdue, à votre avis? La première bataille est perdue, oui. La vraie question, et Édith Cresson a mal posé une vraie question, c'est que nous devons nous protéger vis-à-vis du Japon jusqu'au jour où il nous acceptera chez lui comme nous l'acceptons chez nous. Le problème n'est pas de dire que nous nous fermons aux Japonais. Le problème de dire c'est que nous nous ouvrons dès lors qu'ils s'ouvrent. Simplement, quand on veut négocier une chose aussi difficile, on le fait avec délicatesse pour ne pas rendre le dossier encore plus difficile. Les sports, pour finir, avec le maigre bilan d'ensemble des Français au championnat du monde d'athlétisme qui se sont donc terminés aujourd'hui à Tokyo. Marie-Josée Pérec et le relais 4 fois 100 mètres messieurs. 2 médailles pour cacher un désert. Rémi Gaudicelli. Toute l'énergie de Bruno Marie-Rose et du 4 fois 100 français pour arracher la médaille d'argent derrière Carl Lewis et les siens. Contraste sur le podium, les Français ignorent superbement les Américains, histoire de poursuivre une médiocre guerre d'influence amorcée, il est vrai, par les sprinteurs d'outre-Atlantique. Mais à Tokyo cette semaine, les dieux du stade avaient bien pour nom Carl Lewis, fabuleux recordman du monde du 100 mètres en 9 secondes 86, aucun Français en finale. Ou encore Mike Powell, 8 mètres 95 en longueur, sous le regard incrédule de Carl Lewis, pour détrôner Bob Beamon 23 ans plus tard. Pour parachever leur triomphe sur 110 mètres L, les athlètes américains nous offrent Greg Foster, 33 ans, et champion du monde pour la 3e fois consécutive. Couloir numéro 2, un Français dans cette finale, Dan Philibert, 6e. À l'image du soldat Moses Tanui, échappé solitaire dans le 10 000 mètres, les Kenyans ont survolé toutes les épreuves de fond et de demi-fond, à l'exception du 1500 mètres réservé aux Algériens. Des distances sur lesquelles l'athlétisme français semble avoir totalement disparu. Chez les hommes, seul Christian Plazia devait donc conquérir le métal le plus précieux au décathlon. Mais en dehors du saut en hauteur, le bel athlète s'est écroulé pour terminer 9e à plus de 400 points du nouveau maître de la spécialité, l'Américain O'Brien. De sa longue foulée aérienne, Marie-Josée Pérec est alors venue apporter à la France sa première médaille d'or dans un championnat du monde. Un 400 mètres inoubliable, 23 ans après celui de Colette Besson à Mexico. En dépit des bonnes prestations de Monique Evangépé et de Florence Coll au 100 mètres haies, on en restera là pour les succès français. Fin d'une semaine somptueuse avec la belle Catherine Krabbe, victorieuse sur 100 et 200 mètres, pour permettre à l'Allemagne réunifiée de se rapprocher un peu des États-Unis et de l'URSS, en tête du classement des nations, loin devant la France, 10e seulement, avec 2 médailles. Et vous suivez ces championnats du monde? Oui, mais avec un esprit peu patriotique, Dieu merci, parce que pour les patriotes de l'athlétisme, ça devait être dur.
Comment expliquez-vous ces contre-performances françaises? C'est un problème de... Oui, ça préfigure aussi les Jeux Olympiques d'hiver qui risquent de ne pas être très glorieux. Pour moi, c'est un mystère. Pourquoi un pays qui court, qui jogue, qui fait du tennis, où il y a des stades à peu près dans toutes les communes, aboutit à des résultats aussi médiocres? Je ne sais pas. Problème budgétaire, peut-être? Non, l'argent ne règle pas ce qui relève des comportements. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré. Merci Alain Minck d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20. Je vous retrouve pour Soir 3 à 22h20 avec Henri Chapier. Je recevrai le réalisateur Volker Schlondorf. À tout à l'heure.